Mesdames et messieurs, bienvenue sur Metro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. Ouverture ce lundi de la nouvelle année législative. Députés et sénateurs se sont réunis en Assemblée nationale. Le Premier ministre Jean-Henri Séan a fait le bilan de l'action gouvernementale alors que le président de la République, Jovenel Moïse, a présenté l'état de la nation. L'État étudie actuellement la possibilité de libéraliser le marché du carburant. Des discussions sont déjà engagées avec les compagnies pétrolières, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Donald Décembre. Et puis pose de la première pierre en vue de la construction de l'hôpital de l'Ofatma à Port-de-Paix, qui aura une capacité de 120 lits. La cérémonie s'est déroulée en présence de la première dame Martine Moïse le week-end dernier. Comme je vous le disais en titre, ouverture donc ce lundi 14 janvier de la nouvelle année législative. Sénateurs et députés se sont réunis en Assemblée nationale. Nous avons avec nous en studio notre collaborateur Georges Allen qui est là pour nous en parler. Bienvenue Georges. Merci Laurence et bonsoir aux téléspectateurs de Métropole. Effectivement, ce deuxième lundi de janvier marque l'ouverture de la 4e et dernière année législative. Donc les députés qui étaient en vacances sont revenus aujourd'hui et comme le veut la Constitution, cette séance en Assemblée nationale a été marquée par les discours du président de la République qui a fait état de la nation et le Premier ministre qui a présenté le bilan de l'action gouvernementale. Mais si l'on doit parler de la séance en soi, il faut rappeler pour les téléspectateurs de Métropole qu'au début, il y a eu une perturbation momentanée de la séance par le député Printemps Bélizaire qui s'était érigé en trouble fait. Pourquoi? C'est parce que celui-ci est visé comme l'élu qui aurait aidé le chef de gang de Village de Dieu, Arnel Joseph, à se soustraire à une perquisition policière, c'était en novembre dernier. Donc, Printemps Bélizaire, le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, exigeait durant la séance en Assemblée nationale des excuses publiques de la part du président Joseph Lambert, le président du Sénat. Donc, ce qui a occasionné, comme je l'ai dit en préambule, une perturbation momentanée de la séance, parce que par la suite, une entente a été trouvée après huis clos entre des députés, sénateurs et Printemps Bélizaire, le principal concerné, qui était monté sur la tribune pour annoncer qu'il a laissé tomber sa démarche de perturber la séance. Donc, mais durant cette partie de la séance, ce moment de la séance, des membres du corps diplomatique qui étaient présents, vexés, apparemment, ont quitté la salle. Mais après tout, comme je l'ai dit, quelques 10 minutes après, eh bien, la séance a repris. Le président Joseph Lambert, qui est décrié par les députés de l'opposition, les 16 députés, eh bien, a pu présider la séance normalement, ce qui allait donner lieu au discours du président de la République. Et pour parler du discours du président de la République, je peux dire que c'est un discours accentué sur la stabilité politique. Donc c'était le maître mot du discours du président qui a insisté sur ce fait, sur la stabilité comme condition sine qua non pour la réalisation d'un ensemble de choses. Le président Jovenel Moïse l'a dit que l'année 2019, cette année, c'est l'année de grands défis à relever par les autorités, d'autant que cette année, c'est une année électorale. Donc, au premier rang des défis, des grands défis que les autorités se doivent de relever aujourd'hui, cette année, disons mieux, eh bien, nous avons les élections et le président l'a dit. Donc, il faut croire que cette année, il y aura des élections parce que le président a demandé aux parlementaires, députés, sénateurs, de voter, sinon de ratifier la loi électorale qui est déjà en souffrance au Parlement et aussi la loi cadre du Conseil électoral provisoire. C'est ce que le président a demandé aux députés, sénateurs qui se montrent un petit peu improductifs
hein, durant l'année écoulée. Et le président aimerait bien que ces deux textes soient votés pour que les élections puissent avoir lieu. Des élections sur lesquelles des doutes planent. Et du côté de certains sénateurs qui, à leur façon, interprètent la loi, sinon la Constitution, qui veut que les sénateurs soient élus pour 6 ans. Donc ça, c'est un débat. L'année 2018, le président est revenu sur les troubles que le pays a connus. Il a fait un petit bilan sur l'économie pour dire que l'année était économiquement difficile. Il a parlé de la décote de la gourde. Bon, il est passé à pieds joints sur ce fait. Mais le président, comme je l'ai dit, a demandé qu'il y ait de la stabilité dans le pays pour arriver à organiser les élections, redresser la barre de l'économie qui est chancelante, l'économie qui est en berne. Et c'est la condition sine qua non selon le président de la République. Et pour arriver à cette stabilité, le président l'a reconnu, il ne l'a pas dit clairement, mais on peut le voir en filigrane, on peut l'entendre, que, voilà, de manière sous-entendue, que ce n'est pas à lui seul qu'il va pouvoir lutter pour asseoir cette stabilité, mais il a parlé de frères et sœurs, sénateurs, députés. Donc le président est revenu un tout petit peu sur le dialogue en cours. Il a fait savoir que le Premier ministre mène la danse pour l'instant et que dans un avenir pas trop lointain, un rapport lui sera soumis et par le chef du gouvernement, Jean-Henri Séan. Donc voilà en gros pour le discours du président de la République. Il faut dire, Laurence, que par moment, il y a des députés et des sénateurs même qui ont tenté de perturber, ils ont chahuté le président, mais le président était droit dans ses bottes, serein. Il a présenté son discours d'environ d'une dizaine de minutes. Et puis, voilà, c'est tout. Et le Premier ministre également a fait le bilan de l'action gouvernementale. Et qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que les acteurs vont se mettre ensemble? C'est là la grande interrogation. Voilà, c'est ça. Eh bien, Georges, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci, Laurence, et merci aux téléspectateurs de Métropole. Deux spécialistes en relations internationales approuvent le vote d'Haïti jeudi soir à l'OEA de non-reconnaissance de Nicolas Maduro. Selon l'ancien diplomate Max Atis, le pays doit respecter les chartes internationales qu'il a signées et tenir compte aussi de la situation humanitaire au Venezuela sans se préoccuper des alliances passées. De son côté, Maître Sonnet Saint-Louis estime que les dirigeants du pays doivent être pragmatiques en matière de relations internationales. La position d'Haïti par rapport à ce qui s'est passé, c'est une position, je dirais, normale. À titre d'exemple, en 1991, embargo décrété sur Haïti, à l'époque, Michel François, Cédras, etc. Donc, embargo sur Haïti. Donc, Venezuela a voté pour l'embargo, pas contre le peuple haïtien, pas contre le peuple de Haïti, mais contre ces voyous, entre guillemets, que je viens de citer. Je rappelle également, en 2004, le gouvernement de 2004-2006, La Tortue et Boniface, le gouvernement du Venezuela n'avait pas, en tout cas, accordé sa lettre de noblesse au gouvernement de l'époque. Mais là encore, ce n'était pas un vote contre Haïti, ce n'était pas une réaction contre le peuple d'Haïti, mais contre un fait. Donc, et 91 et 2004, telle a été la position du Venezuela par rapport aux deux gouvernements de l'époque, c'est-à-dire 91 et 2004. Il s'est passé deux choses. Un, Haïti à tout prix devait respecter la charte de Lima, cette charte démocratique que Haïti est signataire. Haïti ne pouvait pas faire autrement. Donc Haïti se devait de respecter ce qu'il ou ce qu'elle a signé. C'est la première chose.
La deuxième chose, vous avez un pays morcelé, c'est-à-dire la République du Venezuela. Aujourd'hui, l'inflation au Venezuela est à 1 million %. C'est énorme. Vous avez entre 2 500 000 et 3 millions de Vénézuéliens sur les frontières entre la Colombie. Donc, nous avons une situation catastrophique. C'est une situation humanitaire. Donc, face à cette situation socio-politique, Haïti ne pouvait pas faire autre chose. Haïti a fait ce qu'elle devait faire, voter contre. Le vote d'Haïti ne doit pas être un acquis. Haïti votera toujours, mais il ne doit pas voter contre ses intérêts. Haïti votera, mais elle doit tenir compte de ses intérêts. Parce qu'en fait, ce qui définit les relations internationales, c'est une question d'intérêt. Mais la question à se poser aujourd'hui, qu'on doit se poser aujourd'hui, quel est l'intérêt d'Haïti dans ce vote contre le Venezuela? Il faut qu'Haïti définisse ses priorités, ses intérêts au niveau international. C'est qu'il faut comprendre. Il faut voir la situation d'Haïti. Il y a des gens qui critiquent la position du gouvernement haïtien parce qu'il se réfère à des fondamentaux. Parce qu'ils disent qu'Haïti doit s'accrocher à ses principes. Quels sont ces principes? Haïti, c'est un pays qui défendait les droits de l'homme, qui défend les droits de l'homme dans le passé. Donc c'est un pays qui doit rester sur les terrains de la contestation populaire, c'est le terrain de la contestation mondiale. À chaque fois, l'intérêt humain est menacé, mais à chaque fois aussi la liberté est menacée. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, on n'est pas au 19e siècle. Haïti n'est pas au 19e siècle et Haïti n'est pas ce qu'elle était au 19e siècle parce que les choses ont terriblement évolué. Revirement, c'est-à-dire les pions en relations internationales, les pions peuvent être déplacés à n'importe quel moment de la durée. Il ne faut pas prendre le vote d'Haïti comme un acquis. Et ce n'est pas sûr qu'Haïti va toujours voter en faveur du Venezuela, quelles que soient les conditions sur le plan interne du Venezuela. Mais ce n'est pas sûr non plus qu'Haïti va toujours s'aligner sur la position des États-Unis. La première dame de la République, Martine Moïse, en collaboration avec la direction générale de l'OFATMA, a procédé le week-end dernier à la pose de la première pierre en vue de la construction de l'hôpital de l'OFATMA à Port-de-Paix. Les travaux de construction de cette structure sanitaire dans le département du Nord-Ouest seront financés à hauteur de 8 millions de dollars américains. Ce centre hospitalier aura une capacité de 120 lits. Suivez ce reportage des loges Milfort et de Paul Léel. Cette nouvelle infrastructure sanitaire du label OFATMA sera établie sur une superficie de 5130 m² à La Saline, localité de la commune de Port-de-Paix. Financé principalement par la République de Chine Taiwan, ce centre traumatologique moderne se veut une réplique de celui déjà construit dans la ville d'Ecaille. Hu Cheng-Hao, ambassadeur de Taïwan en Haïti. C'est un hôpital qui sera construit avec une capacité de 120 lits, dont le budget de construction estimé à 8 millions de dollars américains. Annoncé en septembre 2018 par les responsables de l'Office d'assurance, accident du travail, maladie et maternité, la construction de l'hôpital de l'OFATMA à Port-de-Paix est en passe de devenir réalité. De quoi faire de l'OFATMA à Port-de-Paix un sujet de satisfaction pour le docteur Agabus Joseph, directeur général de l'institution. Que ce projet devienne le pilier du sous-système de santé dans la région et le fer de lance des autorités sanitaires dans la lutte contre la maladie et la protection de la santé telle que préconisée par l'administration Moïse Séyan. Et au plaisir du numéro 1 de l'OFATMA de procéder à la pose de la première pierre d'un centre à Port-de-Paix vient s'ajouter celui de la première dame Martine Moïse. Port-de-Paisien de pure laine, l'épouse du président de la République a joué un rôle fondamental dans ce projet. Acclamée par ses pairs de la cité de Capois-la-Mort, visiblement émue, Madame Moïse n'a pas pu retenir sa joie. Même si date pour te faire pose première pierre là, il repousse chaque fois qu'il y a une date, il repousse la cause de série de problèmes qui gagnent. Je dis enfin, n'a fait pose première pierre là. Donc nous avons aimé que l'hôpital l'a fin monté pour nous connaître ça fait pas nous.
pas servir avec n'importe qui gens, pas craser. Connaît que lui là c'est pour sauver vie. Donc toujours qu'il y ait belle à marcher pour que lui capable de sauver vie qui a besoin. Dans les 20 prochains mois, l'hôpital de l'Eau-Fatma à Port-de-Paix devra sortir de terre. Les autorités espèrent pouvoir donner à la population du Nord-Ouest l'accès à des soins de santé de qualité. Cependant, alors que ce projet s'avère satisfaisant, plus qu'un nombre tableau, le piteux état de la route reliant le centre-ville de Port-de-Paix à la Saline où se situe l'hôpital reste une préoccupation. Le ministre haïtien de l'économie et des finances, Ronald Décembre, fait état de discussions sur les moyens de trouver une solution aux pénuries récurrentes des produits pétroliers dans le pays. L'État étudie actuellement la possibilité de libéraliser le marché du carburant suite aux difficultés rencontrées par le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD, pour approvisionner le pays. Selon lui, les compagnies pétrolières ne seraient pas opposées à reprendre le contrôle des commandes de produits pétroliers comme c'était le cas avant le début du programme Petro-Caribé. Par ailleurs, le ministre Décembre a expliqué que les compagnies pétrolières n'avaient pas à proprement parler de dette envers le BMPAD. La difficulté réside plutôt dans l'impossibilité pour les compagnies d'obtenir l'équivalent de 80 millions en dollars. Il regrette que les banques ne mettent pas le dollar à la disposition des opérateurs économiques. Chaque mois, dit-il, il faut environ 100 millions de dollars américains pour importer des produits pétroliers. C'est ce qu'a expliqué Ronald Décembre. 33 mineurs en contravention avec la loi ont été libérés des centres carcéraux du département de l'Ouest ce lundi. Résultat de la coopération du parquet de Port-au-Prince et de l'Institut mobile d'éducation démocratique. Ces libérations se veulent la preuve de leur engagement dans la lutte contre la détention préventive prolongée, selon la responsable de l'Institut, Ketli Julien, qui s'exprimait dans le cadre d'une conférence de presse. Pour sa part, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince explique que la réinsertion de ces mineurs marque le début du décongestionnement du système carcéral haïtien. La détention préventive prolongée, un fléau qui met la République en échec. Elle traduit la faiblesse du système judiciaire. La capacité de la justice haïtienne à honorer sa mission, faute de volonté politique et de moyens, particulièrement dans le cadre de la protection de l'enfant en conflit avec la loi. 33 mineurs ont pu trouver leur libération, dont 15 à Sermicole, 2 à Carrefour, 9 à la prison civile de Port-au-Prince et 7 à la Croix des Bouquets, dont tous sur la juridiction de Port-au-Prince. Parmi les 15 à Sermicole, 3 ont réussi leurs examens à la 9e année fondamentale, 6 allaient être transférés. Cependant, elle se doit être accompagnée d'une réinsertion sociale, de manière à permettre à ces jeunes de devenir des citoyens utiles à notre société. Nous rencontrer par Timoun, il faut que nous n'ayons pas l'impression que c'est de Timoun. Nous allons laguer dans la rue comme ça pour tomber dans toute exaction. Parce que la Constitution de la République, la Constitution en vigueur, il dit très clairement, et dans l'article 259 jusqu'à 262, meilleure cellule qui vous protège un petit monde, c'est la cellule familiale. Donc si famille aujourd'hui pas protégée, nous pas gagner un bon demain. Donc c'est ça que fait. D'abord, nous allons parler à Timoun. Ensuite, nous parlons à parents. Et au fur et à mesure, pour qu'on ait Timoun besoin d'éduquer. Donc, il n'est pas normal pour en 2018, pour en dans Sermicole, il y a près de 108 Timoun et il y a 7 seulement qui sont condamnés. Nous disons situation lamentable, situation alarmante. Et nous avons fait tout ça qu'on est dans le paquet Port-au-Prince pour finir avec cette question de détention préventive, là, surtout pour les mineurs.
L'initiative pour le développement sanitaire en Haïti tient actuellement son congrès annuel sur le thème pour un meilleur système de santé en Haïti. À cette occasion, l'organisation a déploré le manque d'investissement de l'État dans le domaine de la santé. Elle a également déploré le mauvais fonctionnement du système de santé national. Suivez les explications de Valérie Chati. Il y a un gros objectif que nous avons pour aujourd'hui, c'est faire connaître tout à la presse, parler, et écrit, télévisé, que gagnons organisation de santé qui relaie l'initiative pour le développement sanitaire en Haïti et qui regroupait en pile médecins, mais majoritairement ça qui sorti Cuba, et que son organisation qui gagne plus que 626 membres qui éparpillés dans les 10 départements du pays. Et c'est une façon pour faire tout le monde connaître que nous là et nous voulons apporter contribution nous et nous disposer pour un travail pour que l'effort soit fait avec d'autres organisations qui déjà existent, le ministère de la Santé publique et d'autres partenaires pour nous doter la population haïtienne d'un système de santé qui est amélioré. Merci à vous tous. À très bientôt pour une autre édition de Metro News.